Les jumelles du millionnaire ne dormaient jamais, jusqu'à ce que la nouvelle domestique fasse quelque chose qui changea tout. La maison Morel, située dans un quartier élégant de Lyon, se dressait avec une majesté discrète. Ses grandes fenêtres donnaient sur un jardin parfaitement entretenu, mais derrière les rideaux lourds et les volets épais, l'air semblait toujours chargé d'un silence étrange. Pas un silence paisible, mais un silence agité, tendu, presque bruyant. Depuis 2 ans, ce silence peuplé de soupirs et de sanglots étouffés régnait dans la demeure. Étienne Morel, un entrepreneur de 39 ans, y vivait avec ses filles jumelles, Léa et Anaïs, âgées de 5 ans, depuis la mort tragique de sa femme, Camille. Camille était décédée dans un accident de voiture un matin de printemps, alors qu'elle emmenait les filles à la maternelle. Léa s'en était sortie avec une légère contusion au bras, Anaïs sans aucune blessure physique. Mais depuis ce jour, elle n'avait plus jamais dormi correctement. Toutes les nuits, sans exception, les 2 fillettes se réveillaient en larmes, parfois en hurlant, parfois simplement assises sur leur lit, les yeux grands ouverts, incapables de retourner dans le monde des rêves. Étienne avait tout essayé. Pédiatre, psychologue, neurologue. Il avait aménagé la chambre, instauré des rituels du coucher, mis en place une routine stricte. Mais rien n'y faisait. Le sommeil, comme un oiseau effarouché, refusait obstinément de revenir. Lui-même, depuis la disparition de Camille, dormait peu. Son esprit vagabondait, le cœur trop lourd pour s'abandonner à l'inconscience. Il s'occupait de ses filles du mieux qu'il pouvait, les emmenait à l'école, préparait les repas avec l'aide d'un cuisinier à mi-temps, gérait son entreprise à distance. Mais l'usure était là, constante, collée à sa peau. Le regard creusé, les gestes mécaniques, Étienne devenait un homme vidé de lui-même. Son entourage s'était fait rare. Même sa propre mère, fatiguée de ne pouvoir aider, ne venait plus que sporadiquement. Un matin d'hiver, alors qu'il cherchait désespérément une solution pour soulager ses filles, il reçut un message d'Adèle, l'ancienne gouvernante de la maison, aujourd'hui à la retraite. Elle avait entendu parler, disait-elle, d'une jeune femme sérieuse, douce, discrète, en qui elle avait toute confiance. Son nom était Élise Dubois. Aucune agence ne la représentait. Elle n'avait pas de lettre de recommandation officielle, juste quelques mots écrits à la main par des familles qu'elle avait aidées ponctuellement. Cela n'inspirait pas confiance à Étienne, mais le désespoir est un conseiller bien plus convaincant que la raison. Il accepta de la recevoir pour un entretien, sans grande attente. Il lui laissa un message. Elle répondit 2 jours plus tard, d'une voix douce, posée, presque éteinte, et accepta de passer un mercredi en fin d'après-midi. Lorsqu'elle se présenta, vêtue simplement d'un manteau beige trop grand pour elle, les mains jointes dans une posture modeste, Étienne faillit refermer la porte. Elle paraissait presque effacée, comme une présence en veille. Mais quelque chose dans ses yeux, une sorte de calme étrange, le fit hésiter. Il la fit entrer. Léa et Anaïs, comme à leur habitude, restaient collées l'une à l'autre dans un coin du salon, en silence. Elles regardèrent Élise avec une attention nouvelle. Pas de peur, pas de rejet, juste une curiosité muette, différente. La jeune femme se contenta de leur sourire sans dire un mot. Ce soir-là, elle fit un rapide tour de la maison, prit connaissance des habitudes, s'installa dans une petite chambre au fond du couloir. Elle ne demanda rien. Elle n'imposa rien. La première nuit, rien ne changea. Les filles pleurèrent. Étienne les consola tour à tour, comme toujours. Mais la deuxième nuit, un fait inattendu se produisit. Vers 10 heures du soir, alors qu'Étienne travaillait encore dans son bureau, il consulta la caméra de surveillance installée dans le salon. Il y vit Élise assise sur le canapé, feuilletant un livre silencieusement. Et contre elle, Léa profondément endormie. Étienne resta figé. Il ne comprenait pas. Léa, d'ordinaire nerveuse, avait trouvé le sommeil contre une étrangère en quelques minutes. Il n'osa pas interrompre. Il observa la scène en silence pendant de longues minutes. Une paix rare semblait régner. Ce n'était pas qu'Élise faisait quelque chose de particulier. Elle ne parlait pas, ne chantait pas. Elle était simplement là, présente. Le lendemain matin, il n'osa poser aucune question. Il ne voulait pas effrayer cette fragile trêve qui, pour la première fois depuis des années, s'était installée dans sa maison. Étienne se demanda s'il devenait fou. Peut-être que son esprit affamé de repos voyait des miracles là où il n'y avait que hasard. Pourtant, ce qu'il avait vu ne mentait pas. Il ne dit rien à Léa, ni à Anaïs. Il se contenta d'attendre.
Et, sans le savoir encore, il venait d'ouvrir la porte à un changement dont il n'imaginait pas l'ampleur. Le lendemain matin, la maison se réveilla dans un calme inhabituel. Étienne, debout dès 6 heures, descendit au rez-de-chaussée et trouva Élise déjà à la cuisine. Les cheveux attachés en un chignon sobre, les manches retroussées, en train de préparer du pain grillé et du chocolat chaud. Elle agissait sans bruit, comme si elle connaissait chaque coin de la maison, chaque ustensile à sa place. Ce détail surprit Étienne. Il s'attendait à devoir tout lui expliquer, mais elle semblait lire dans l'espace comme dans un livre ouvert. Lorsqu'il la salua, elle répondit avec une politesse discrète sans chercher à engager la conversation. Il remarqua à nouveau cette étrange tranquillité, presque une absence de soi, comme si elle cherchait à ne pas exister plus que nécessaire. Léa et Anaïs descendirent quelques minutes plus tard. Elles ne coururent pas vers leur père comme d'habitude. Elles s'arrêtèrent dans l'encadrement de la porte, fixant Élise sans crainte, mais sans familiarité non plus. Élise leur tendit 2 tasses fumantes, avec un petit sourire, sans un mot. Les filles s'approchèrent, prirent les tasses et s'assirent côte à côte sur le banc de la cuisine. Aucun cri, aucun gémissement, pas même une plainte. Étienne, qui avait appris à craindre les matins tendus, resta debout, silencieux, observant cette scène comme on observe un mirage. La journée se passa dans un étrange équilibre. Élise nettoyait avec précision, mais sans obsession. Elle tria les jouets dans le salon, remit de l'ordre dans les placards, rangea les livres que Camille avait collectionnés pour les filles. Étienne la surprit à plusieurs reprises, en train de feuilleter ses livres, comme si elle les connaissait. Quand il s'approcha une fois, elle referma doucement l'un d'eux sans explication et reprit son rangement. Le soir venu, Étienne installa les filles devant un dessin animé pendant qu'il consultait ses courriels. Élise s'assit sur le canapé, sans prendre trop de place comme une ombre familière. À la fin du film, Léa se frotta les yeux et s'appuya contre Élise. Anaïs suivit sans dire un mot. Étienne leva les yeux de son écran et les regarda. Léa s'endormit la première, sa tête glissant sur le bras de la jeune femme. Anaïs l'imita quelques minutes plus tard. Étienne sentit une émotion étrange l'envahir, de la gratitude mêlée à une inquiétude qu'il n'arrivait pas à nommer. Il n'intervint pas. Il monta les escaliers, laissa Élise gérer la suite. Ce soir-là, il attendit devant les caméras comme la veille. Quand Élise porta doucement les filles jusqu'à leur lit, elle le fit avec une tendresse qui n'avait rien d'artificiel. Elle ne les borda pas avec des gestes mécaniques, mais avec une délicatesse qui évoquait une mémoire plus ancienne, comme si elle avait déjà aimé ses enfants dans un autre temps. Elle ne parla pas, ne chanta pas. Elle resta assise à côté de leur lit pendant quelques minutes, en silence, puis se retira. Étienne l'attendait dans le couloir. Lorsqu'elle sortit de la chambre, elle sursauta légèrement en le voyant. « Elles dorment » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Oui » murmura-t-elle. Elles étaient fatiguées. « Comment avez-vous fait » Elle haussa les épaules avec une douceur déconcertante. « Je les ai écoutées. » Cette phrase, simple en apparence, frappa Étienne comme une gifle. Il avait tellement entendu de recommandations, de diagnostics, de techniques. Personne n'avait parlé d'écoute. Pas vraiment. Il la laissa passer sans ajouter un mot. Elle descendit lentement les escaliers. Étienne resta un long moment devant la porte des filles, écoutant leur respiration régulière, comme une preuve fragile que le cauchemar commençait peut-être à se dissiper. Les jours suivants, Élise s'intégra sans effort apparent. Elle ne posait pas de questions, ne demandait rien de personnel. Elle faisait ses tâches avec une précision douce, presque invisible. Elle connaissait les goûts des filles sans qu'on les lui dise, savait quelles histoires leur lire, quels jeux les rassuraient. Étienne la surprit un soir en train de leur raconter une histoire inventée, pleine d'images et de métaphores. Les jumelles écoutaient bouche bée. Quand il entra dans la pièce, Élise se leva, comme si elle avait été prise en faute. Il lui demanda de continuer. Elle hésita puis reprit, la voix légèrement plus basse. Un soir, Étienne tenta de comprendre. « Élise, vous avez des enfants ?» Elle le regarda, surprise. Son regard se voila un instant. « Non. » « Vous avez travaillé avec des enfants avant ?»« Oui, parfois, mais jamais longtemps. Je ne reste jamais longtemps. » Il voulut demander pourquoi, mais elle détourna le regard vers la fenêtre. « Vous avez un don, » dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Le silence entre eux était dense mais pas lourd. Il avait l'impression de parler à quelqu'un qui portait un monde entier en elle,
mais qui avait appris à ne pas l'imposer aux autres. Le lendemain, alors qu'Étienne travaillait dans son bureau, il reçut un message d'un de ses associés. Il avait oublié une réunion importante. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se surprenait à ne plus penser au travail. Son esprit était absorbé par les nuits calmes, les rires timides des filles, la présence énigmatique d'Élise. Il se leva, agacé contre lui-même, et sortit de la maison sans dire un mot. Lorsqu'il revint en fin d'après-midi, il trouva les filles dans le jardin jouant sous la surveillance d'Élise. Elle lisait un livre, assise sur un banc, mais ses yeux ne quittaient jamais les enfants. Étienne s'assit à côté d'elle sans prévenir. « Je ne vous comprends pas, dit-il. Ce n'est pas nécessaire. Vous dites des choses étranges. Je les ai écoutées. Je ne reste jamais longtemps. Vous êtes venu ici comme si vous saviez ce que vous alliez trouver. » Elle ferma doucement son livre. Parfois, on ne cherche pas un endroit. On répond juste à quelque chose. « À quoi avez-vous répondu, Élise ?» Elle le regarda, les yeux clairs et tristes, à une douleur que je reconnaissais. Puis elle se leva et retourna vers les filles, les bras ouverts pour accueillir leur course joyeuse. Étienne resta sur le banc, incapable de bouger. Une certitude étrange venait de s'installer en lui. Cette femme qu'il ne connaissait presque pas portait un morceau de son passé qu'il n'avait pas encore découvert. La troisième nuit après l'arrivée d'Élise fut celle qui brisa définitivement le cycle infernal des insomnies. Il était un peu plus de 22 heures. Étienne, comme à son habitude, travaillait dans son bureau, même si, depuis quelques jours, le mot « travail » avait perdu de son sens. Son esprit vagabondait plus souvent vers les rires de Léa, les silences d'Anaïs, ou les réponses énigmatiques d'Élise que vers les chiffres ou les contrats. Ce soir-là, il n'entendit pas les pleurs, aucun cri, aucun murmure angoissé, juste un calme lourd, presque déroutant. Par automatisme, il vérifia les caméras. Sur l'écran, la lumière tamisée du salon révélait une scène simple mais irréelle. Élise, assise en tailleur sur le tapis, tenait Anaïs dans ses bras. La petite fille, habituellement tendue comme un ressort à cette heure, était blottie contre elle, les yeux clos, un pouce dans la bouche. Étienne regarda longuement cette image. Il sentait qu'il n'assistait pas seulement à une scène de tendresse, mais à une rupture dans l'équilibre de douleur qui régnait depuis 2 ans. Il descendit doucement les escaliers, passa la tête par l'embrasure de la porte et resta figé. Élise ne leva pas les yeux. Elle continuait de caresser doucement les cheveux d'Anaïs, murmurant à peine des mots que lui-même ne comprenait pas. Pas une berceuse, pas une prière, juste des phrases comme des souffles. Il n'osa pas entrer. Il remonta. Le lendemain matin, Anaïs se leva sans les cernes habituelles. Elle mangea tout son petit déjeuner sans rechigner, parla de son rêve, un détail qui bouleversa Étienne, et demanda si Élise pouvait l'emmener à l'école. Léa acquiesça immédiatement. Étienne accepta presque mécaniquement. Il resta seul dans la cuisine, la tasse de café à la main, incapable de comprendre comment une étrangère pouvait ainsi rétablir en 3 jours ce que lui-même, père dévoué, n'avait pas réussi à faire en 2 ans. Ce jour-là, il décida d'observer davantage. Il quitta le bureau plus tôt. À son retour, il trouva Élise dans la chambre des filles, agenouillée devant une étagère, remettant de l'ordre dans une collection de figurines. Les petites étaient en train de dessiner à même le sol, concentrées, calmes. Étienne s'appuya contre le cadre de la porte. Élise tourna légèrement la tête. « Vous les avez calmées, dit-il. Je ne sais pas comment. Elles avaient besoin d'espace, répondit-elle sans se retourner complètement. Pas d'instructions, pas de règles nouvelles, juste d'un peu de silence pour déposer leur chagrin. Vous êtes poétique, murmura-t-il. Non, juste attentive. Il voulut enchaîner, mais les filles se mirent à parler toutes les deux en même temps, racontant leur journée. Élise s'assit parmi elles, les écoutant avec une patience infinie. Étienne, encore une fois, se retira sans bruit. La nuit tombée, un nouveau rituel semblait naître. Élise installait les filles dans le salon, allumait une veilleuse en forme de lune, puis s'asseyait entre elles. Ce n'était pas un conte, ce n'était pas une technique apprise dans un manuel. Elle leur parlait de leurs émotions, mais sans dire les mots tristesse, peur ou manque. Elle évoquait les endroits sombres dans le cœur, les bulles de silence qui font mal, les pensées qui piquent quand on ferme les yeux. Léa, qui d'ordinaire ne supportait pas l'obscurité, finit par éteindre la lumière toute seule. Anaïs rit doucement à une remarque d'Élise. Étienne, caché dans l'ombre de l'escalier,
les écoutait en silence, envahi par une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Il décida enfin de poser la question qui le hantait. « Vous leur donnez quelque chose? Un thé? Des gouttes? Une méthode quelconque ?» Élise le regarda longuement. Son visage était calme, mais ses yeux, cette fois, trahissaient une profondeur insoupçonnée. « Non, rien. Je ne touche à rien. Je les écoute, je les entends, Étienne. » « Mais qu'est-ce que cela signifie? Écouter des enfants, tout le monde le fait. » « Non. Beaucoup leur parlent, beaucoup les corrigent, les dirigent, leur expliquent comment se sentir. Très peu les entendent vraiment. » Il voulut répliquer, mais se retint. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Combien de fois avait-il tenté de rassurer les filles avec des phrases toutes faites, avec des mots qu'on dit parce qu'on croit qu'ils doivent être dits. « Tout ira bien. Maman est dans le ciel. Tu dois être forte. » Mais avait-il déjà écouté sans interrompre, sans traduire, sans corriger? Le lendemain, il lui demanda si elle accepterait de rester plus longtemps que prévu. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa tasse, regarda par la fenêtre, puis acquiesça. « Tant que ma présence ne nuit pas à votre équilibre, je reste. Votre présence est la première chose qui a redonné un semblant d'équilibre ici. » Elle ne répondit pas. Étienne sentit qu'il en avait dit trop. Il détourna la conversation vers les détails pratiques. Le soir venu, comme les précédents, les filles s'endormirent sans un mot. Étienne, pour la première fois, éteignit les caméras. Il comprit qu'il n'avait plus besoin de surveiller. Il remonta dans sa chambre, s'allongea et attendit que le sommeil vienne. Il mit plus de temps que les filles, bien sûr. Mais cette nuit-là, il rêva. Un rêve flou, sans forme, mais doux. Quand il se réveilla, une lumière légère filtrait par les rideaux, et un souvenir presque oublié flottait dans son esprit, celui de Camille chantonnant dans la cuisine. Un matin d'automne, quand les filles n'étaient encore que des bébés. Étienne se leva avec lenteur. Il descendit. Il trouva Élise sur le balcon, les cheveux défaits, un carnet à la main. Lorsqu'elle l'entendit approcher, elle le referma, comme si elle venait d'écrire quelque chose d'interdit. « Vous écrivez ? » ?»« Parfois. Quand j'ai besoin d'oublier. »« Vous avez beaucoup à oublier ?» Elle ne répondit pas, mais son silence fut plus parlant que n'importe quelle confession. Étienne sentit qu'il approchait d'un mur dressé non pas pour se cacher, mais pour ne pas s'effondrer. Et il comprit que s'il voulait aller plus loin, il allait devoir attendre. Attendre qu'Élise veuille bien raconter, attendre que le silence s'ouvre enfin. Le vent soufflait fort ce soir-là sur les toits de Lyon. La pluie battait contre les vitres avec une régularité presque hypnotique. Étienne était monté se coucher plus tôt que d'habitude, une fatigue sourde pesant sur ses épaules. Les filles dormaient déjà, bercées par le rituel, devenu presque sacré que leur avait offert Élise. Rien n'avait été dit, mais tout dans la maison semblait avoir accepté que cette femme étrange, discrète et attentive, avait trouvé la clé que nul n'avait su tourner. Étienne éteignit la lumière, ferma les yeux, mais son esprit resta agité. Il repensait à ces mots qu'Élise avait murmurés la veille. « Je reconnais leur douleur. » Ce n'était pas une phrase qu'on dit à la légère, c'était une confession. Vers 2 heures du matin, un bruit ténu le réveilla. Ce n'était ni un cri, ni un objet tombé. C'était autre chose. Un son étouffé, presque un souffle, mais trop irrégulier pour être du vent. Il se leva sans allumer, traversa le couloir pieds nus, s'arrêta en haut de l'escalier. Le bruit venait du salon. Il descendit, pas à pas, en retenant sa respiration. À travers l'entrebâillement de la porte, il vit Élise. Elle était assise sur le canapé, recroquevillée, les bras autour des genoux secoués par de petits sanglots. Aucun mot ne sortait de sa bouche, juste des larmes muettes, douloureuses. Étienne resta figé. Il avait appris à reconnaître les silences depuis la mort de Camille. Il y avait les silences pleins, ceux où l'on écoute, les silences vides, ceux qui étouffent. Et ce silence-là, celui d'Élise, était un gouffre. Il avança d'un pas, puis s'arrêta. Elle leva les yeux, surprise, essuya rapidement son visage. Il voulut parler, mais elle secoua la tête. Elle ne voulait pas d'explication, pas de pitié, pas de dialogue. Il comprit. Il s'assit dans le fauteuil en face, sans rien dire, et resta là. Quelques minutes passèrent. Elle se leva lentement et quitta la pièce en silence. Le lendemain matin, rien dans l'attitude d'Élise ne laissait deviner ce moment. Elle préparait le petit déjeuner comme à son habitude.
aidait Anaïs à lasser ses chaussures, riait doucement à une remarque de Léa. Étienne ne dit rien non plus, mais quelque chose avait changé, pas dans le comportement visible, mais dans la perception qu'il avait d'elle. Elle n'était pas seulement cette personne calme et mystérieuse. Elle portait une peine ancienne, profonde, qu'elle dissimulait derrière sa capacité à apaiser celle des autres. Plus tard dans la journée, alors qu'il passait devant la chambre des filles, il entendit une conversation. Anaïs, d'habitude si réservée, demandait à Élise si elle aussi pensait parfois à sa maman. La question était venue sans transition. Élise ne répondit pas immédiatement. Étienne s'arrêta, tendit l'oreille. « Oui, » murmura Élise. « Je pense à elle souvent. Mais je pense aussi à ce qu'elle vous a laissé. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Moi, j'ai peur d'oublier sa voix, dit Anaïs. Alors on peut essayer de la retrouver ensemble, répondit Élise doucement. Tu veux ? La petite acquiesça. Étienne sentit sa gorge se nouer. C'était un instant simple, mais si chargé d'émotions qu'il dut se détourner. Il marcha vers son bureau, ferma la porte et resta assis, les mains jointes. Il comprenait maintenant pourquoi les filles avaient changé. Ce n'était pas de la magie ni une méthode révolutionnaire, c'était l'humanité brute d'Élise, son authenticité. Elle n'essayait pas de réparer ce qui ne pouvait pas l'être, elle accompagnait, elle restait. Ce soir-là, Étienne décida de parler. Après avoir couché les filles, il attendit Élise dans la cuisine. Elle entra sans surprise, comme si elle savait qu'il l'attendait. Il lui tendit une tasse de thé, s'assit en face d'elle. « Vous avez pleuré cette nuit. » Elle ne nia pas. Ne détourna pas le regard. Elle prit une gorgée de thé, le regard fixé sur le rebord de la table. « Je ne veux pas que les filles me voient comme ça, » dit-elle simplement. « Et moi ?» demanda-t-il. « Vous m'avez vu. C'est fait. » Il hocha la tête. Un long silence s'installa. « Anaïs vous a posé une question aujourd'hui. Je sais. Elle vous a demandé si vous pensiez à votre mère. Je n'ai plus personne, dit-elle. Pas depuis longtemps. Elle dit cela sans drame, sans pathos. Comme une évidence. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis venue ici pour moi, ajouta-t-elle. Mais vous l'avez fait, non? En partie? Elle sourit tristement. Peut-être, mais je suis resté pour elle. Étienne sentit une émotion étrange monter en lui. Il avait été seul si longtemps. Même entouré, même épaulé par quelques amis, par des collaborateurs fidèles, il avait vécu ce deuil dans une solitude glaciale. Et voilà qu'une femme venue de nulle part partageait cette douleur, la comprenait d'un geste, d'un regard, sans jamais l'envahir. Il se leva, marcha vers la fenêtre. La pluie avait cessé. Camille écrivait des lettres, murmura-t-il soudainement. Elle n'en envoyait jamais. Elle disait qu'elle avait besoin de déposer ce qu'elle ressentait quelque part. Élise ne répondit pas, mais son regard changea. Il y avait quelque chose dans ce nom, Camille, qui provoquait une tension invisible. Étienne s'en rendit compte mais n'insista pas. Il n'était pas encore temps. Quand il remonta, il passa devant la chambre des filles. Anaïs dormait profondément. Léa, elle, avait laissé une lampe allumée. Étienne entra, l'éteignit doucement. La petite ouvrit un œil. « Papa, Élise, elle est triste aujourd'hui. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce qu'elle a dit moins de mots avec les sourires et plus de mots avec les silences. » Cette phrase, sortie de la bouche d'une enfant de 5 ans, frappa Étienne comme une révélation. Il embrassa sa fille, la borda, sortit sans bruit. Dans le couloir, il resta immobile quelques instants. Puis, pour la première fois depuis des mois, il sourit. Pas un sourire joyeux, un sourire douloureux mais vivant. Il savait que la maison n'était plus tout à fait la même, que quelque chose avait été déplacé, ouvert, que les pleurs cachés, même s'ils ne guérissaient pas tout, avaient commencé à créer un espace nouveau. Un espace où la douleur n'était plus un ennemi, mais un témoin. Et dans cet espace, Élise avait trouvé sa place. La matinée s'était annoncée comme toutes les autres depuis l'arrivée d'Élise. Le calme s'était lentement installé dans la maison Morel, tissant ses fils invisibles entre les pièces autrefois hantées par l'angoisse et le vide. Étienne, plus léger dans ses gestes, plus présent dans ses silences, s'était remis à passer du temps dans son bureau, un espace qu'il avait évité pendant longtemps. Il y avait là les souvenirs les plus marquants de Camille, ses livres préférés sur une étagère, les photos de famille, les dossiers de l'association caritative qu'elle dirigeait, et surtout un vieux bureau en bois massif
dont chaque tiroir semblait murmurer un fragment du passé. Ce jour-là, Élise entra dans le bureau pour y faire le ménage hebdomadaire, comme convenu entre elle et Étienne. Il n'y avait personne dans la maison, les filles étant à l'école et Étienne en réunion. Elle fit d'abord le tour de la pièce, épousseta les meubles, ajusta les cadres au mur. Lorsqu'elle s'approcha du bureau, elle nota un tiroir légèrement entrebâillé. Elle tira doucement, pensant le refermer, mais la résistance était étrange. En insistant à peine, le tiroir s'ouvrit entièrement, laissant apparaître une série de papiers empilés de manière désordonnée. Et là, posé à part, un cadre photo face contre bois et une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Le cadre contenait une photographie en noir et blanc de Camille, rayonnante, le regard tourné vers l'objectif avec une tendresse profonde. À côté d'elle, on devinait une silhouette masculine, à moitié coupée par le cadrage. Élise fixa cette image plus longtemps que nécessaire. Ses traits restèrent impassibles, mais ses yeux perdirent un instant leur calme habituel. Elle prit ensuite l'enveloppe. Sur le papier jauni, une écriture fluide, élégante. « Pour Étienne, à lire si jamais je n'en ai plus le courage. » Élise n'osa pas l'ouvrir. Elle reposa la photo dans le tiroir, mais conserva la lettre dans ses mains. Après quelques secondes d'hésitation, elle sortit du bureau. Étienne rentra en début d'après-midi. Les filles jouèrent dans le salon avec leurs blocs de construction. Élise préparait une tarte aux pommes, concentrée, silencieuse. Lorsqu'il entra dans la cuisine, elle se tourna vers lui et sans détour, lui tendit l'enveloppe. « Je crois que ceci vous appartient. » Il prit l'objet d'abord sans comprendre. Lorsqu'il lut l'inscription, ses mains tremblèrent légèrement. Son regard se brouilla. Il recula d'un pas, s'appuya contre le plan de travail. Il ne parlait pas. Élise baissa les yeux, prête à s'éloigner, mais il leva une main pour l'arrêter. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans le tiroir de votre bureau. Je ne fouillais pas. Il était entrouvert. Je pensais le refermer. Je ne savais pas que cette lettre existait encore. » Il resta là longtemps, l'enveloppe contre sa poitrine. Puis il sortit dans le jardin, seul. Élise ne le suivit pas. Elle continua de pétrir la pâte avec des gestes précis, les pensées ailleurs. Elle savait que cette lettre, quelle qu'en soit la teneur, allait bouleverser quelque chose d'essentiel. Étienne revint 1 heure plus tard. Son visage était marqué, mais pas ravagé. Il avait cette expression de ceux qui ont pleuré sans bruit, ceux qui savent que certaines douleurs, même apaisées, restent présentes comme une cicatrice qui se rappelle au moindre toucher. Il s'assit à la table de la cuisine, regarda Élise, puis parla d'une voix rauque. Elle m'écrivait souvent, Camille. Des lettres qu'elle ne m'envoyait jamais. Elle disait que ça l'aidait à dire ce qu'elle ne parvenait pas à exprimer en face. Mais celle-ci, je ne me souvenais pas. Je crois qu'elle me l'avait laissée un jour où elle était partie en colère. Elle avait l'intention de me pardonner, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Il marqua une pause, comme s'il cherchait à mesurer ses mots. Elle écrivait qu'elle avait compris mes erreurs, qu'elle ne m'en voulait plus, qu'elle voulait recommencer. J'ai passé 2 ans à croire qu'elle était morte en colère contre moi. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit en face de lui, posant doucement ses mains sur la table. « Vous ne pouviez pas savoir. »« Non, mais je me suis puni pour ça. Chaque nuit, chaque silence des filles, chaque moment où je n'étais pas à la hauteur, je croyais payer une dette envers elle. » Il soupira longuement. « Et maintenant, je ne sais pas. Ce n'est pas un pardon qui efface tout. Mais c'est un fil pour recoudre quelque chose. » Ils restèrent là, silencieux, le bruit du four en arrière-plan, le monde ralenti. La maison, qui avait connu tant de larmes, semblait écouter elle aussi. Plus tard, en rangeant les livres dans le salon, Étienne retrouva le cadre photo qu'Élise avait laissé dans le tiroir. Il l'examina à la lumière de la fin d'après-midi. Camille y paraissait presque vivante. Il sourit doucement, puis alla le poser sur la cheminée, à sa place d'origine. Léa le remarqua en passant. « C'est maman ?» « Oui, » répondit Étienne. « Pourquoi elle ne souriait plus dans les dernières photos ?» Il la regarda, surpris par la justesse de la question. Parce que, parfois, même les gens qui aiment très fort oublient comment sourire. Élise, elle sait faire sourire. Oui, elle sait. Anaïs s'approcha et regarda la photo, elle aussi. Moi, j'aime quand maman est là en photo. Comme ça, elle ne disparaît pas. Étienne les serra toutes les deux contre lui. Il pensa alors que peut-être ce n'était pas seulement le deuil qui avait habité la maison.
C'était l'absence de mots, l'absence d'adieu, de réponse. La lettre de Camille, oubliée, était une passerelle. Et Élise, sans le savoir, ou peut-être le sachant trop bien, venait de tendre la main pour qu'il puisse la franchir. Le mois de mars apporta un renouveau discret sur Lyon. Les arbres du jardin Morel bourgeonnaient à peine, comme s'ils hésitaient encore à croire au retour du printemps. Dans la maison, pourtant, une transformation était bien engagée. Les éclats de rire des jumelles résonnaient à nouveau entre les murs. Les repas étaient partagés dans une atmosphère apaisée. Et même Étienne, dont le regard avait longtemps été fuyant et fatigué, semblait retrouver une forme de présence plus ancrée. Élise poursuivait ses journées dans un rythme paisible, sans s'imposer, mais toujours présente au bon moment, avec les bons mots. Pourtant, cette douce stabilité allait bientôt être mise à l'épreuve. Étienne était président d'une fondation culturelle qui organisait chaque année un gala de charité au profit des enfants en situation de handicap. L'événement était prévu dans un hôtel particulier du Vieux-Lyon. Il devait s'y rendre avec ses filles, comme les années précédentes. Cette fois, au dernier moment, poussé par une impulsion difficile à expliquer, il invita Élise. Il n'y avait rien d'officiel dans sa proposition. Il avait simplement dit d'un ton neutre « Si cela ne vous met pas mal à l'aise, j'aimerais que vous veniez. » Les filles seraient ravies. Elle avait hésité une seconde, puis accepté avec un simple hochement de tête. Le soir du gala, Élise descendit l'escalier vêtue d'une robe rouge sombre, sobre mais élégante, aux lignes simples. Ses cheveux, relevés en un chignon souple, dégageaient son visage sans artifice. Les filles, émerveillées, la regardèrent comme si elle venait d'un conte. Étienne, en costume gris, resta un instant silencieux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle porte cette couleur ni à ce qu'elle dégage une telle présence. Il y avait en elle une beauté tranquille, presque ancienne, qui n'appelait ni compliments ni regards insistants, mais imposait le respect. À leur arrivée au gala, les invités se retournèrent discrètement. On chuchota. Étienne était connu dans ces cercles pour sa discrétion et sa douleur évidente. La présence d'une nouvelle femme à ses côtés ne pouvait passer inaperçue, surtout lorsqu'elle n'était pas identifiée par les codes habituels de ce milieu. Élise s'effaçait avec élégance, répondait poliment aux salutations, restait proche des enfants. Mais son attitude éveilla vite une curiosité mêlée d'arrogance chez certains. Parmi les invités, Caroline Delcourt, ancienne associée d'Étienne dans une entreprise qu'ils avaient fondée ensemble 10 ans auparavant, s'approcha avec son éternel sourire contrôlé. Elle portait une robe noire à paillettes, un verre de champagne à la main, et une posture qui trahissait une confiance excessive. « Étienne, mon cher, dit-elle d'une voix douce et tranchante à la fois, voilà bien longtemps. Et qui est donc cette délicieuse jeune femme à vos côtés? Une nouvelle recrue pour la fondation? Ou bien la nouvelle nounou enchantée dont tout le monde semble parler ce soir ?» Étienne sentit un froid immédiat. Le ton était moqueur, déguisé sous un vernis de mondanité. Élise, à côté, reste à droite, mais son regard se durcit imperceptiblement. « Élise s'occupe de mes filles, oui, et elle est ici à ma demande, Caroline. Naturellement, je ne faisais que poser la question que tout le monde se pose. Mais tu me connais, toujours trop direct. » Elle se pencha vers Élise. « Vous avez beaucoup de mérite. Il n'est pas facile d'apprivoiser cette maison, surtout avec 2 enfants encore dans le deuil. Vous devez avoir des nerfs d'acier. » Élise ne répondit pas. Elle inclina doucement la tête, puis prit la main d'Anaïs qui venait de revenir vers elle. Caroline, vexée par l'absence de réaction, s'éloigna avec un sourire crispé. Après cet échange, la soirée perdit de sa légèreté. Étienne sentit le regard d'Élise se charger d'un malaise discret. Elle continua de veiller sur les filles, participait de loin, mais sans jamais vraiment s'intégrer. Il voulut s'excuser, dire quelque chose qui aurait adouci l'incident, mais elle le devança. « Vous n'avez pas à vous justifier. Je n'aurais peut-être pas dû venir. Ce n'est pas mon monde. Ce n'est plus le mien non plus, murmura-t-il. Ils quittèrent la réception plus tôt que prévu. Le trajet en voiture se fit dans un silence respectueux. Les filles s'étaient endormies sur la banquette arrière. À leur arrivée, Étienne porta Léa dans sa chambre. Élise prit Anaïs. Quand ils redescendirent, Étienne servit 2 verres d'eau, en tendit un à Élise. « Je suis désolé pour ce qu'a dit Caroline. Elle a toujours su viser juste quand elle veut blesser. Ce n'est pas elle qui m'a blessé. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la façon dont les gens vous regardaient, comme si j'étais un accident dans votre paysage. Et moi,
Je me suis demandé ce que je faisais là. J'ai pensé à Camille, à ce qu'elle aurait ressenti. Étienne se figea. Vous pensez souvent à elle. Tout le temps. Il resta silencieux. Vous ne trouvez pas cela étrange? Demanda-t-elle doucement. Non. Je pense que c'est peut-être pour cela que vous êtes ici. Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela, mais il le pensait. Depuis qu'Élise était entrée dans cette maison, Camille n'avait jamais été aussi présente. Non comme un fantôme, mais comme un souvenir vivant, intégré, réconcilié. Elle termina son verre, se leva. « Je vais me coucher. » Élise, elle s'arrêta. « Ne laissez pas ces gens décider de votre place ici. » Elle ne répondit pas, mais son regard se posa longuement sur lui avant qu'elle ne monte l'escalier. Étienne resta seul dans la cuisine, les doigts posés sur le verre vide. Il savait que la soirée avait laissé des traces. Il ne savait pas encore jusqu'à quel point, mais il comprenait que leur équilibre fragile venait d'être secoué, et qu'il devrait bientôt faire un choix. Les jours suivants furent marqués par une routine silencieuse, où les gestes parlèrent davantage que les mots. Élise s'était remise à ses habitudes avec une régularité tranquille, presque mécanique, mais Étienne remarquait que quelque chose en elle s'était refermé. Les regards prolongés avaient disparu, les silences étaient redevenus plus lointains, et même les rires échappés des jeux avec les filles semblaient plus courts, plus retenus. Pourtant, elle accomplissait tout avec la même minutie. C'était dans les interstices de ses gestes qu'on devinait la distance nouvelle. Étienne, sans trop savoir pourquoi, n'osait pas briser ce mur. Peut-être par peur de ce qu'il pourrait entendre, ou peut-être parce qu'il n'était pas prêt à dévoiler ce qu'il ressentait. Léa continuait de dessiner avec frénésie des animaux aux maisons, des visages heureux, souvent ceux de Camille. Mais c'est Anaïs, la plus silencieuse des deux, qui se mit soudain à faire quelque chose de nouveau. Chaque soir, après le dîner, elle prenait un petit cahier rouge, un vieux carnet à spirale que Camille avait autrefois utilisé pour ses croquis de jardin, et s'asseyait dans un coin du salon concentré. Elle dessinait avec lenteur, puis écrivait quelques mots en lettres irrégulières, maladroites. Ni Étienne ni Élise n'osèrent interrompre ce rituel. Ils observaient à distance, comme si ce carnet était une extension secrète de ce que la petite fille ne disait pas. Un matin, Étienne le retrouva ouvert sur la table du salon. Anaïs l'avait oublié avant de partir à l'école. Il hésita. Il savait qu'il ne devait pas le lire sans permission, mais quelque chose l'attira. Il s'assit doucement et feuilleta les premières pages. Des dessins de papillons, des arbres, des fleurs. Puis entre deux pages, une scène. Une femme aux cheveux clairs tenant deux fillettes par la main, l'une souriante, l'autre le visage caché. À côté, un mot en lettres capitales, « Maman ». Plus loin, une autre page. La même scène, mais cette fois avec une autre femme, les cheveux foncés, le visage plus doux. Le mot cette fois, Élise. Étienne sentit sa gorge se nouer. Les pages suivantes alternaient entre souvenirs et présent. Une page montrait Camille dans le ciel, entourée d'étoiles, avec la légende « Elle nous voit ». Une autre représentait la cuisine, avec Étienne, Élise et les jumelles autour de la table. « Ma maison est tranquille », y était écrit. À la dernière page, un dessin simple mais bouleversant. Camille, Élise, Léa, Anaïs, tous de la main, sous un grand soleil jaune. Pas de mots, juste un cœur rouge dessiné entre elles. Lorsqu'Élise entra dans le salon et le vit avec le carnet, elle s'immobilisa. Étienne releva les yeux. Il ne dit rien. Il posa simplement le carnet, le referma doucement, puis le glissa sur le bord de la table. « Je ne voulais pas. Je ne savais pas que c'était si profond, » dit-il enfin. « Elle ne me parle pas de tout ça. Elle garde tout pour le carnet. Je l'ai compris quand je l'ai vue pleurer un soir sans qu'un mot ne sorte de sa bouche. C'est un monde à part. Elle a recréé une version de notre famille, une version où tout le monde trouve sa place. » Élise s'assit à côté de lui. « Ce carnet, ce n'est pas une fuite. C'est une construction. Elle réinvente la paix qu'elle ne trouve pas dans ses souvenirs. Et vous en faites partie. » Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas être un pansement, ni un substitut. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes un chapitre nouveau, mais un chapitre vrai. » Le silence qui suivit ne fut pas lourd. Il était chargé de reconnaissance, de compréhension. Une complicité muette s'était formée, nourrie non par des aveux, mais par la reconnaissance d'une douleur partagée. Les jours suivants, Anaïs continua son journal. Elle le montrait parfois à Élise, jamais à son père.
Étienne respectait ce pacte secret entre elles. Il observait de loin, le cœur serré mais apaisé. Il comprenait que ce carnet faisait partie d'un processus que ni lui, ni aucun thérapeute n'aurait su initier. Un soir, alors que les filles dormaient, il demanda à Élise « Que leur avez-vous donné que je ne pouvais pas offrir ?» Elle réfléchit un long moment avant de répondre « Rien que vous n'avez pas, mais je ne fuis pas leur douleur. Je la reconnais, je la nomme, je la regarde avec elle. Vous avez essayé de les protéger, ce qui est naturel. Mais parfois, pour guérir, il faut accepter d'être abîmé en face de ceux qu'on aime. » Étienne sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Il comprenait sans avoir besoin de mots supplémentaires. Ce n'était pas une critique, c'était une vérité. Ce même soir, en passant devant la chambre des filles, il entendit Anaïs murmurer quelque chose dans son sommeil. Il ouvrit la porte sans bruit. Elle parlait à voix basse comme si elle répondait à quelqu'un dans ses rêves. Il ne comprit pas les mots exacts, mais le ton était calme, presque heureux. Il referma doucement, les larmes aux yeux. Il se souvenait de ces nuits où elle hurlait sans relâche, inconsolable, inconsciente de sa propre voix. Aujourd'hui, ses rêves parlaient une langue que même le silence respectait. Le lendemain, Anaïs tendit le carnet à Élise au petit-déjeuner. « Tu peux le lire à papa si tu veux, mais pas tout, juste la page où on est tous ensemble. » Élise accepta. Le soir, après avoir couché les filles, elle rejoignit Étienne dans le salon. Elle ouvrit le carnet, tourna les pages lentement, s'arrêta sur celle indiquée. Elle lui montra le dessin. « Elle vous voit comme ça, comme un tout, pas comme une famille brisée. » Étienne prit le carnet, le regarda longtemps. « Peut-être que c'est nous qui devrions apprendre à nous voir comme ça, » murmura-t-il. Élise sourit. Elle ne dit rien. Mais dans ce silence, il sentit naître une promesse. Pas une promesse d'avenir, mais une promesse de présence. Et pour la première fois, il ne fut plus seulement un père en deuil. Il était un homme face à un nouveau possible. La pluie tomba sans interruption ce matin-là, dessinant des sillons sombres sur les vitres de la maison Morel. L'air était plus froid que les jours précédents, et tout semblait annoncer une forme de transition, un passage discret d'une saison à une autre, non pas dans le calendrier, mais dans le cœur même des choses. Étienne se leva plus tard que d'habitude. Il ne trouva ni Élise dans la cuisine, ni les filles dans le salon. Une légère inquiétude le poussa à chercher dans les autres pièces. Lorsqu'il ouvrit la porte de son bureau, il s'arrêta net. Sur la table, bien au centre, un objet inattendu, une enveloppe beige, simplement posée, avec son nom écrit à la main. Il la reconnut immédiatement. L'écriture, élégante et droite, était celle d'Élise. Il s'en saisit, les mains soudain moites, l'ouvrit avec lenteur, le cœur battant à un rythme qui lui échappait. La lettre n'était pas longue, quelques lignes, choisies avec soin, pesées avec le poids de ce qu'on n'ose pas dire à voix haute. Élise y expliquait qu'elle ressentait le besoin de partir, non pas parce qu'elle ne se sentait pas à sa place, mais précisément parce qu'elle craignait de l'être devenue trop. Elle craignait de devenir une présence nécessaire, un pilier trop important dans la vie des filles, au point où leur attachement se transformerait en dépendance, et son départ, un traumatisme de plus. Elle écrivait qu'elle ne voulait pas être un point d'ancrage instable dans la reconstruction fragile de cette famille, que son rôle, aussi précieux fût-il, devait avoir une fin, que chaque geste qu'elle avait posé, chaque mot offert, l'avait été avec sincérité, mais que rester plus longtemps signifierait franchir une frontière qu'elle ne se sentait pas prête à traverser. Elle remerciait Étienne pour sa confiance, les filles pour leur tendresse, et Camille en silence pour quelque chose qu'elle ne nommait pas. Étienne resta longtemps assis dans son fauteuil, la lettre dans les mains, incapable de réagir. La maison, encore plongée dans un silence inhabituel, semblait suspendue à cette absence soudaine. Les filles revinrent peu après avec une voisine à qui Élise les avait confiées pour la matinée. Elles entrèrent dans le salon en courant, les bottes mouillées, riant à moitié. Lorsqu'elles ne virent pas Élise, elles s'interrompirent net. Étienne s'agenouilla, les prit toutes deux contre lui. Il ne savait pas comment leur dire. Léa, la première, posa la question. « Où est Élise ?» Il n'eut pas le courage de leur mentir. « Elle est partie, mes chéris. Elle a laissé une lettre. Elle pense que c'est mieux ainsi. » Les réactions ne furent pas immédiates. Ce fut d'abord un silence, puis une incompréhension suivie d'un refus. Anaïs en particulier secoua la tête avec violence. Elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit de partir comme ça. Parfois, les gens partent pour de bonnes raisons,
même si on ne les comprend pas tout de suite. Tu lui as dit de partir? Accusa Léa les yeux brillants. Non, elle a décidé seule. Mais je crois qu'elle pensait nous protéger. Les filles montèrent dans leur chambre sans un mot. Étienne resta seul dans le salon, le regard perdu sur la cheminée où reposait toujours le portrait de Camille. Il se leva, s'en approcha, le prit entre ses mains. « Tu savais, toi. Tu savais qu'elle allait nous bouleverser, et tu as laissé faire. » Il n'attendait pas de réponse. Mais le silence de la pièce semblait confirmer ce qu'il pressentait depuis longtemps. Camille n'était jamais vraiment partie. Elle avait laissé des traces que d'autres avaient su lire mieux que lui. Les nuits suivantes furent difficiles. Les filles recommencèrent à se réveiller. Pas avec des cris, mais avec un vide dans les yeux, un manque qui ne pouvait être comblé par des mots ou des bras. Étienne faisait de son mieux, racontait des histoires, restait allongé entre leurs lits jusqu'à ce qu'elles se rendorment. Il recommença à consulter les caméras, par réflexe, par nostalgie. Les images vides du salon le ramenaient à ces soirs paisibles où Élise était là, silencieuse, mais tellement présente. Un soir, en ouvrant la boîte vocale du téléphone fixe, un appareil presque jamais utilisé, il trouva un message non écouté. Il appuya sur lecture. La voix d'Élise emplit la pièce. Elle parlait doucement, presque comme si elle craignait d'être entendue. « Étienne, je suis désolé de ne pas avoir pu dire au revoir. Je n'aurais pas su faire. Je voulais seulement vous dire merci. Merci de m'avoir laissé entrer dans votre maison. Merci pour la confiance, pour les silences partagés. Merci pour Camille. Elle est encore là. Je le sais. Je l'ai senti. Chaque jour. Au fond de la bande, une musique se fit entendre. Une mélodie familière. Une chanson douce, presque oubliée. Étienne resta figé. C'était une comptine que Camille chantait aux filles chaque soir, une mélodie que seule la famille connaissait. Il l'avait entendue pour la dernière fois le soir avant l'accident. C'était leur rituel secret. Il se redressa, inquiet, perturbé. Comment Élise connaissait-elle cette chanson? Il repassa le message encore et encore, notant chaque inflexion, chaque soupir. Il tenta de se convaincre que c'était une coïncidence, une simple chanson d'enfance que beaucoup connaissaient. Mais au fond de lui, il savait que non. Cette chanson était un code, un lien unique entre Camille et leur fille. Personne d'autre n'en connaissait l'existence. Personne, sauf peut-être quelqu'un venu du passé, de très loin, porteur d'un souvenir que lui-même avait oublié. Étienne se leva d'un bond, alla dans son bureau, rouvrit la fameuse commode où il avait retrouvé la lettre de Camille. Il se mit à fouiller avec frénésie. Entre les papiers, il trouva un petit cahier, oublié, recouvert de notes et de croquis. À l'intérieur, plusieurs pages où Camille avait consigné des souvenirs de jeunesse. Et là, dans une entrée datée de plus de 20 ans, un prénom surgit du passé, Élise. Son cœur s'arrêta un instant. Il relut les lignes avec attention. Camille parlait d'une amie très chère perdue de vue, après une dispute que ni l'une ni l'autre n'avait su réparer. Elle écrivait « Si je pouvais retrouver Élise un jour, je lui chanterais encore notre chanson. Elle saurait que je lui ai tout pardonné. » Étienne ferma le cahier avec lenteur. Ce n'était pas un hasard. Rien de tout cela ne l'était. Il avait engagé une étrangère, mais celle-ci n'en était pas une. Elle faisait partie de leur histoire depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Et désormais, il savait qu'il ne pouvait pas rester sans réponse. La maison était plongée dans un calme étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle depuis le départ d'Élise. Les filles parlaient peu. Anaïs, d'ordinaire silencieuse, mais expressive par ses dessins et ses regards, ne sortait plus son carnet rouge. Léa passait ses journées à aligner ses jouets sans jouer réellement, répétant les mêmes gestes mécaniques sans joie. Étienne sentait l'écho de cette absence dans chaque pièce, dans chaque silence prolongé du matin au soir. Ce n'était pas seulement la disparition d'une présence rassurante, c'était l'interruption soudaine d'un mouvement intérieur qui avait commencé à les guérir tous. Depuis la découverte de la chanson sur le message vocal, une question tournait sans fin dans la tête d'Étienne. Comment Élise connaissait-elle cette mélodie si particulière? C'était une chanson que Camille avait écrite elle-même, inspirée d'un vieux poème d'adolescente qu'elle avait un jour griffonné dans un cahier. Il n'en existait aucune version enregistrée, aucun enregistrement, aucun texte conservé ailleurs. Étienne se rappelait l'avoir entendue pour la première fois lorsqu'ils vivaient encore dans leur petit appartement de jeunesse. Camille la chantait parfois en riant, lui disant que c'était leur secret. Comment Élise, une femme qu'il pensait n'avoir jamais rencontrée avant cette année,
Pouvait-elle connaître cette mélodie au point de la fredonner dans un message d'adieu? Il retourna dans le bureau, reprit le cahier de Camille où il avait lu le nom d'Élise pour la première fois. Il s'assit, relut encore et encore les passages où Camille évoquait cette amitié ancienne, cette jeune fille avec qui elle avait tout partagé, puis tout perdu. Une phrase attira son attention. Élise avait une voix plus douce que la mienne. C'était elle qui chantait, moi qui écrivais. Nos chansons étaient notre refuge. Étienne sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une coïncidence. Élise Dubois n'était pas une étrangère. Elle était ce refuge ancien, cette mémoire incarnée, ce passé que Camille n'avait jamais tout à fait effacé. Il se leva, alla fouiller les papiers de l'agence par laquelle Élise avait été recommandée, ou plutôt les notes manuscrites laissées par Adèle, l'ancienne gouvernante. Parmi les documents, une carte avec un numéro de téléphone portable griffonné à la hâte. Étienne hésita plusieurs minutes, puis il composa le numéro. Le répondeur se déclencha après quelques sonneries. La voix d'Élise s'éleva, claire, posée. « Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Élise Dubois. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez un message. » Il raccrocha sans rien dire. Il n'était pas encore prêt à parler, pas sans comprendre davantage. Le lendemain, il engagea un détective privé. Il ne voulait pas surveiller Élise, mais il avait besoin de savoir où elle était. Pas pour la contraindre, mais pour trouver les mots, pour la rejoindre s'il en avait la force. Il avait besoin de comprendre ce qui l'avait poussé à revenir dans sa vie sans jamais révéler sa véritable identité. Le rapport arriva 3 jours plus tard. Élise était retournée dans une petite ville au sud de Lyon, là où elle avait grandi, selon le document. Elle vivait dans un appartement modeste, seule, travaillait temporairement dans une librairie indépendante. Elle n'avait pas de famille proche, aucun lien enregistré. Elle était une page presque blanche aux yeux de la loi, mais pas aux yeux du passé. Étienne ne dit rien aux filles. Il ne savait pas s'il devait leur donner de l'espoir ou les protéger d'un retour incertain. Mais chaque soir, en les regardant dormir, il se rappelait le regard qu'elle posait sur Élise, la confiance absolue, la sécurité muette. Il savait qu'elle leur avait donné quelque chose que lui-même, malgré tous ses efforts, n'avait jamais réussi à offrir depuis la mort de Camille, un espace de repos intérieur, un endroit où la tristesse pouvait coexister avec la douceur. Finalement, 1 semaine après avoir écouté le message vocal, il rappela. Cette fois, Élise décrocha. Sa voix était la même, calme, légèrement hésitante, mais sans surprise. « Étienne, comment saviez-vous que c'était moi ? Il n'y a que vous qui laisserez un silence aussi long avant de raccrocher. » Il sourit malgré lui. « Je ne sais pas par où commencer. Par la fin, peut-être ? Non, par une chanson. Celle que vous avez mise dans le message. Camille l'avait écrite pour les filles. Personne ne la connaissait à part elle et moi. » Un long silence suivit. « Camille me l'a chantée bien avant de la connaître, » répondit Élise enfin. « Quand nous étions adolescentes, elle écrivait déjà des textes magnifiques. Je les mettais en musique. Cette chanson-là, elle l'avait inventée pendant un été, dans la maison de ses grands-parents. Elle me l'a chantée des dizaines de fois. Puis, un jour, elle m'a demandé de la lui promettre. Ne chante cette chanson que si tu crois encore à nous. Je ne l'ai plus jamais chantée, jusqu'à vous entendre parler d'elle. » Étienne ferma les yeux. Il visualisait Camille, jeune, libre, avant que le temps ne la courbe, avant que les responsabilités et les blessures ne l'éloignent de ses étés insouciants. Il comprenait à présent ce qu'Élise avait voulu faire en venant dans sa maison. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était un retour, une tentative de réparation, ou peut-être une dette invisible, contractée dans une autre vie. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que vous la connaissiez ?» demanda-t-il. « Parce que ce n'était pas à moi de le faire. Ce n'était pas mon histoire à raconter, c'était la vôtre, celle des filles. Je n'étais là que pour les aider à la traverser. Vous avez fait bien plus que ça. » Il entendit sa respiration de l'autre côté du fil. « Je ne voulais pas m'imposer, ni revivre des choses qui avaient déjà tant blessé. Mais quand j'ai vu l'annonce, j'ai su que c'était elle, que c'était votre maison. Et j'ai su que je devais venir juste pour un moment, pas pour rester. Vous avez laissé un vide, les filles ne le disent pas, mais je le vois. Je ne peux pas revenir, pas comme avant. Ce serait injuste. Alors revenez autrement. » Un silence s'installa, non pas tendu, mais dense, comme si 1000 mots circulaient entre eux sans qu'aucun ne soit prononcé. Enfin, Élise dit doucement « Laissez-moi un peu de temps. » Étienne acquiesça, même si elle ne pouvait le voir.
Il raccrocha avec un sentiment nouveau. L'histoire n'était pas finie. Elle ne le serait peut-être jamais. Mais il savait maintenant qu'elle avait toujours été là, tapie dans les recoins oubliés du passé, prête à rejaillir sous la forme d'une chanson, d'une lettre, d'un regard. Et ce fil, si ténu soit-il, n'était pas rompu. Étienne passa les jours suivants avec une agitation intérieure difficile à contenir. Le simple fait de savoir qu'Élise faisait partie du passé de Camille modifiait radicalement la manière dont il regardait tout ce qu'elle avait accompli dans leur maison. Chaque geste qu'elle avait posé, chaque mot doux, chaque silence respectueux, prenait désormais une dimension nouvelle. Elle n'était pas simplement une aide providentielle, elle était un écho vivant d'une histoire ancienne que Camille avait laissée derrière elle sans la refermer. Étienne se mit à repenser aux conversations, aux regards, aux réactions d'Élise face à certaines photos, à certaines pièces de la maison. Elle n'avait jamais menti. Elle avait simplement choisi de ne pas tout dire. Et cette retenue, loin de l'éloigner de lui, la rendait encore plus humaine. Un après-midi pluvieux, alors qu'il rangeait les vieux papiers administratifs de Camille dans l'armoire du bureau, Étienne tomba sur une boîte en bois, discrète, glissée derrière plusieurs classeurs. Il l'ouvrit avec une sorte de pressentiment. À l'intérieur, soigneusement empilées, se trouvaient plusieurs enveloppes non cachetées, au papier jauni. Elles portaient toutes la même écriture élégante, reconnaissable entre mille, celle de Camille. Certaines étaient adressées à lui, d'autres à leur fille, mais 3 d'entre elles n'avaient ni nom ni date. Il en ouvrit une. À sa lecture, son cœur s'arrêta un instant. La lettre commençait ainsi. « Élise, je ne sais pas si un jour tu me pardonneras. » Étienne s'adossa à la chaise, relut les mots à voix basse. Camille racontait leur amitié de jeunesse, leur complicité inébranlable, puis la rupture soudaine, causée par un événement dont elle ne donnait pas de détails, mais qu'elle appelait « le choix qui nous a brisés ». Elle écrivait qu'elle avait tenté plusieurs fois de retrouver Élise, mais que la honte l'avait toujours retenue. Qu'elle avait suivi sa vie de loin, par des connaissances communes, et qu'elle savait qu'Élise n'avait jamais construit de famille. « Je t'ai prise pour acquise, et quand j'ai voulu revenir, tu étais déjà hors de ma portée », écrivait-elle. Étienne sentit ses mains trembler. Il n'avait jamais vu cette part de Camille. Il connaissait sa force, sa passion, mais pas cette vulnérabilité face à une amitié perdue. Il lut les 2 autres lettres. L'une parlait de souvenirs précis, de chansons inventées à 2, de vacances chez les grands-parents de Camille. L'autre était une forme d'adieu, pleine de gratitude, comme si Camille avait pressenti qu'elle ne pourrait jamais dire ces mots de vive voix. Elle terminait par une phrase qui le hanta longtemps après la lecture. « Si un jour tu trouves ma maison, entre sans frapper. Elle t'a toujours appartenu un peu. » Étienne resta longtemps dans le silence. Il comprenait enfin. Élise n'avait pas seulement répondu à une offre d'emploi. Elle avait répondu à un appel ancien, un murmure du passé. Elle avait franchi le seuil d'une maison qui, en un sens, l'avait toujours attendue. Il décida de la revoir. Pas par téléphone, pas par lettre, mais en face. Il prit sa voiture, parcourut les kilomètres jusqu'à cette petite ville tranquille où elle s'était installée. Il trouva facilement la librairie. Une enseigne discrète, quelques livres en vitrine, un chat dormant sur un coussin près de la caisse. Élise était là, en train de ranger un rayon. Lorsqu'elle le vit, elle ne sembla pas surprise. Elle posa le livre, s'approcha lentement. « Vous avez trouvé les lettres » dit-elle simplement. « Oui, je me doutais qu'elles étaient là. Camille les écrivait souvent, puis les cachait. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Parce que ces lettres n'étaient pas pour vous. Elles étaient pour moi. Et je n'étais pas encore prête à les relire à travers vos yeux. Vous saviez que Camille vous aimait encore? Je l'ai su en voyant ses filles. Elles ont son regard, sa façon de serrer les bras quand elles ont peur. Quand Anaïs s'endormait sur moi, je retrouvais les étés passés, les couchers de soleil sur le grenier, les chansons partagées. Ils sortirent de la boutique, marchèrent sans but dans les rues humides. Étienne parla enfin. « Vous êtes partie parce que vous aviez peur d'être trop importante pour elle? Non, parce que j'avais peur de ne pas l'être assez. Je ne voulais pas devenir un mirage de ce qu'elles avaient perdu. Je voulais être réelle. Mais on ne remplace pas une mère. On ne remplace pas une Camille. Vous ne l'avez jamais remplacée. Vous avez réparé quelque chose que je ne comprenais même pas être brisé. » Ils s'assirent sur un banc, sous un auvent. Étienne sortit de sa poche une des lettres. Il la lui tendit. Élise hésita, puis la prit, la serra contre elle.
Vous m'avez rendu à elle, murmura-t-elle. Même après toutes ces années, vous avez ramené sa voix jusqu'à moi. C'est elle qui nous a liés. Même absente, elle continue de tisser entre nous. Mais maintenant, c'est à vous de choisir. Ce n'est plus à Camille. Étienne la regarda longtemps. Il pensa à ses filles, à leurs rires absents, à leurs nuits redevenues agitées. Il pensa à sa propre solitude, à cette pièce vide qu'Élise avait un jour occupée, remplie de chaleur et de silence apaisant. Je ne veux pas que Camille soit une barrière entre nous. Elle vous a aimé comme une sœur. Elle m'a aimé comme un mari. Mais nous, Élise, nous sommes autre chose. Nous sommes ce qui reste quand tout s'effondre. Élise baissa les yeux, émue. Elle serra la lettre plus fort. Laissez-moi quelques jours. Je dois encore lui parler. Pas à vous, à elle. Étienne acquiesça. Il se leva, lui serra doucement la main. Pas de promesse, pas de geste précipité. Juste la certitude qu'un nœud invisible s'était dénoué et qu'un chemin, enfin, se dessinait. Le vent s'était levé sur Lyon lorsqu'Étienne revint de la petite ville où il avait retrouvé Élise. En traversant le seuil de la maison, il ressentit un frisson étrange, comme si l'air même avait changé. Les objets lui semblaient plus statiques, les pièces plus vides. Les filles, absorbées par un jeu de construction, levèrent à peine les yeux lorsqu'il entra. Il embrassa leur front, s'attarda un instant sur le silence que leur mère avait laissé, puis monta dans le bureau. Il s'assit devant le portrait de Camille, placé près de la fenêtre. Il le prit dans ses mains et murmura presque sans voix. « Tu l'as connue avant moi, et tu l'as aimée différemment. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dois comprendre ce que vous avez vécu. » Le lendemain, Élise téléphona. Sa voix était calme, mais plus ferme qu'à l'ordinaire. Elle demanda à parler. Étienne accepta aussitôt. Ils se retrouvèrent dans un parc peu fréquenté, un endroit neutre, loin de la maison, loin de souvenirs trop bruyants. Ils s'assirent sous un vieux platane dont les feuilles mortes s'accumulaient au sol. « Il est temps que je vous raconte, » dit-elle sans détour, « et pas pour vous apaiser, ni pour vous convaincre, mais parce que je vous le dois, à vous et à Camille. » Étienne hocha doucement la tête. Il n'interrompit pas. « Camille et moi nous sommes rencontrés à l'âge de 13 ans. Deux adolescentes trop lucides, trop curieuses. Nous étions inséparables. Elle écrivait, je chantais. Nous avions cette complicité unique, celle qui ne supporte pas les limites, pas les règles. Nous avions fait le pacte de ne jamais nous trahir. » Elle marqua une pause, observa un enfant qui faisait tourner une toupie sur un banc voisin. Mais un été, quelque chose s'est brisé. Il y avait un garçon, une situation compliquée, des choix que ni elle ni moi ne savions gérer. Elle pensait que je lui avais menti, que j'avais franchi une ligne. Ce n'était pas vrai, mais je n'ai jamais pu lui prouver. Elle est partie, sans me laisser la chance de m'expliquer. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous n'avez jamais tenté de la recontacter? Bien sûr que si, mais Camille avait une fierté presque douloureuse. Elle avait changé de numéro, quitté les réseaux sociaux. J'ai même écrit à ses parents, sans réponse. J'ai fini par abandonner, et j'ai construit ma vie en la fuyant, en me disant que si elle m'avait vraiment aimé, elle serait revenue. Puis j'ai vu son nom dans une publication sur un site associatif, un projet pour enfants. C'était elle. Je l'ai su tout de suite. Et vous avez répondu à l'annonce d'Adèle? Non. Je me suis d'abord rendu à Lyon. Je suis resté devant votre maison plusieurs jours, sans oser approcher. Et puis j'ai vu les filles avec leur grand-mère. J'ai vu leur regard. J'ai reconnu la peine. J'ai compris qu'il n'était pas question de moi. J'ai contacté Adèle. Elle m'a parlé de l'annonce. Je n'ai rien dit de mon lien avec Camille. Je voulais entrer dans cette maison comme une inconnue, juste pour aider, pas pour rouvrir le passé. Et quand vous m'avez vu, vous étiez exactement comme elle vous décrivait dans ses lettres. Droit, distant, passionné et brisé. J'ai eu peur. Mais les filles, elles m'ont rattrapé. Elle détourna les yeux. Étienne vit ses mains trembler. Je n'avais pas prévu de rester. Mais chaque nuit, chaque larme d'Anaïs, chaque silence de Léa me ramenait à Camille. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Je me suis dit que peut-être c'était ma façon à moi de réparer ce que je n'avais pas pu sauver entre nous. Et puis, vous êtes partis, parce que je devenais un danger. Pour moi, pour vous, pour elle. Je sentais que vous commenciez à me voir comme autre chose qu'une présence temporaire. Et moi, je ne savais plus si j'agissais pour elle ou pour moi-même. Vous auriez pu rester. Vous auriez dû rester. Non. J'ai bien fait de partir.
Parce que si je n'étais pas parti, je ne vous aurais jamais raconté tout cela. Vous m'auriez aimé sans savoir qui j'étais vraiment, et j'aurais vécu dans la peur d'être découverte. » Un silence s'installa. Étienne respira profondément, regarda le ciel. Les nuages s'étaient écartés, laissant passer une lumière pâle mais constante. « Camille aurait-elle voulu que vous veniez ? Je l'ignore. Mais je sais qu'elle ne m'aurait pas empêché. Pas cette Camille-là, pas celle des lettres que j'ai retrouvées. » Étienne prit sa main doucement. Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait ni ce qu'il allait choisir, mais il savait que cette femme devant lui n'était plus une étrangère. Elle était une part du passé de Camille, une part que le destin avait ramenée vers lui, non pour remplacer mais pour compléter, pour refermer une boucle que le temps seul ne pouvait clore. « Je ne sais pas où cela nous mène, » dit-il enfin, « mais je sais que je ne veux plus faire ce chemin sans vous. » Élise ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, fit quelques pas, puis revint vers lui. « Alors laissez-moi marcher à côté, ni devant, ni derrière, à côté. Comme Camille aurait voulu que je le fasse, il y a longtemps. » Étienne se leva à son tour. Ils restèrent là, sans parler davantage. Le passé ne les quittait pas, mais il ne les retenait plus. Le dimanche matin s'annonça lumineux, avec un ciel d'un bleu pur que Lyon n'avait pas connu depuis des semaines. Les rayons du soleil traversèrent les grandes fenêtres de la maison Morel, dessinant des ombres allongées sur le parquet du salon. Étienne observait les reflets sans rien dire, une tasse de café refroidie entre ses mains. Les filles jouaient en silence, chacune absorbée dans son monde. Léa dessinait un arbre avec des branches qui rejoignaient le ciel et Anaïs, concentrée, collait des morceaux de papier colorés sur un vieux carton. Depuis la dernière conversation avec Élise, un fil de tension douce mais constante habitait la maison. Un fil d'attente, presque imperceptible, mais présent dans chaque geste, chaque silence. Étienne avait parlé avec les filles. Il leur avait raconté qui était Élise, d'où elle venait et surtout ce qu'elle représentait pour Camille. Il avait choisi ses mots avec soin, sans dramatiser, sans atténuer non plus. Il avait expliqué qu'Élise avait connu leur mère bien avant leur naissance, qu'elles avaient été très proches et que parfois les histoires entre adultes se compliquent, mais qu'elles peuvent aussi guérir. Anaïs avait écouté sans dire un mot, les yeux grands ouverts. Léa, en revanche, avait posé la question que lui-même redoutait. « Est-ce qu'elle va revenir ?» Il avait répondu honnêtement. « Je l'espère. » Ce même après-midi, alors qu'il feuilletait les lettres de Camille dans le bureau, une voix retentit depuis l'entrée. Une voix douce, posée, mais suffisamment familière pour que son cœur bondisse dans sa poitrine. Il se leva précipitamment, traversa le couloir. Élise était là, debout sur le seuil, son manteau à la main, le regard ancré dans le sien. Elle ne souriait pas encore, mais ses yeux, eux, portaient une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Derrière elle, 2 valises modestes, rien de grandiose, juste l'essentiel. Étienne ne bougea pas tout de suite. Il s'approcha lentement, puis dit « Tu es revenu. Je ne pouvais pas faire autrement. » Il voulut parler, mais Léa arriva en courant. Lorsqu'elle vit Élise, elle s'arrêta net. Un silence épais s'installa. Anaïs suivit de près. Pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. Puis Anaïs courut vers Élise et se jeta dans ses bras. Léa, plus en retenue, les rejoignit quelques instants plus tard. Les 3 formèrent un nœud silencieux et tremblant. Étienne sentit une chaleur monter en lui, une émotion brute, difficile à contenir. Ils restèrent là, dans l'entrée, un long moment. Élise finit par poser ses valises. Étienne l'aida à les porter jusqu'à la chambre qu'elle avait quittée. Rien n'y avait changé. Le lit était fait, les livres rangés, comme si la maison elle-même avait attendu. Elle regarda autour d'elle en silence. Puis elle posa une main sur le mur, doucement. « J'ai rêvé de cette pièce toutes les nuits. Et dans mes rêves, elle sentait encore Camille. Elle n'a jamais cessé de le faire, répondit-il. Les jours suivants furent calmes. Pas de grands discours, pas de promesses prononcées à haute voix. Juste la présence retrouvée d'Élise dans chaque pièce, dans chaque habitude. Elle préparait les repas comme avant, mais sans reprendre toutes les routines d'autrefois. Elle laissait plus de place à Étienne, et lui, désormais, prenait cette place sans se sentir illégitime. Les filles, peu à peu, reprenèrent leur marque. Anaïs redessina leur portrait dans son carnet, cette fois avec Élise tenant une main de Camille dans le ciel et une main à elle, sur la terre.
Léa ajouta un soleil immense qui brillait sur tous. Un soir, alors qu'ils étaient tous les quatre dans le salon, Étienne proposa un jeu de société. Les filles s'enthousiasmèrent. Élise hésita, puis s'installa. Pendant 1 heure, ils rirent, débattirent, trichèrent à demi-mot. Lorsque le jeu se termina, Anaïs s'endormit sur les genoux d'Élise. Étienne la regarda longuement puis demanda doucement « Tu comptes rester? Pas pour quelques jours, pour de vrai ?» Élise leva les yeux vers lui. Elle posa une main sur le front d'Anaïs puis répondit « Si vous me le permettez, oui. Pas comme employé. Non, comme membre de cette maison, de cette famille. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Léa qui les observait en silence, puis Étienne. « Et toi, tu es prêt pour ça? Je crois que je n'ai jamais été aussi prêt à quoi que ce soit. Tu fais partie de nous, Élise. Pas comme un substitut, pas comme un souvenir, mais comme quelqu'un qui a choisi d'entrer, de rester et de nous aimer malgré tout ce que nous portons. » Cette nuit-là, Élise resta au salon après avoir couché les filles. Elle et Étienne s'assirent côte à côte. Il prit sa main. Ils ne parlèrent pas d'avenir, ni d'étiquette. Ils parlèrent de Camille, de ses éclats de rire, de ses colères, de sa façon de tenir un stylo. Ils évoquèrent leurs souvenirs, non plus comme une douleur, mais comme une musique douce qui les reliait. À la fin, Élise dit « Tu crois qu'elle aurait été d'accord? Je crois qu'elle nous a choisis tous les deux, et qu'elle savait que nous finirions par nous retrouver, même si ce n'était pas dans son histoire à elle. » Il l'embrassa lentement, sans urgence. Un baiser chargé de mémoire, mais tourné vers le présent. Lorsqu'ils se séparèrent, il laissa sa tête reposer contre son épaule. « On a encore beaucoup à construire. Oui, mais cette fois, on le fera ensemble. » Et pour la première fois depuis des années, la maison Morel s'endormit avec les lumières éteintes, les voix apaisées et les cœurs ouverts. Les semaines passèrent, glissant avec une douceur silencieuse sur les murs autrefois marqués par l'ombre du deuil. La maison Morel, autrefois figée dans une mémoire douloureuse, s'ouvrait maintenant à une lumière nouvelle, une lumière discrète mais persistante. Le changement ne s'était pas produit dans un éclat soudain, mais plutôt dans une succession de gestes quotidiens, de rires retenus puis libérés, de silences remplis de présence. Les couloirs où l'on marchait à pas feutrés pour ne pas réveiller la douleur accueillaient désormais les courses effrénées des filles. Les chambres, jadis pleines d'insomnie, s'étaient remplies d'histoires racontées à mi-voix et de soupirs paisibles. Étienne avait repris ses activités professionnelles avec un regard neuf. Il n'était plus cet homme absorbé par ses responsabilités, mais un père présent, un compagnon attentif, un homme capable de faire une pause pour écouter une chanson inventée par Anaïs ou admirer un dessin de Léa. Élise, sans jamais prendre la place de Camille, était devenue un repère stable et affectueux. Elle continuait de chanter doucement les soirs où le sommeil tardait à venir, mais maintenant, ce chant n'était plus une réponse à une absence, c'était une célébration de ce qui était là. Un matin, alors que les filles prenaient leur petit déjeuner, Étienne entra dans la cuisine avec une boîte en bois qu'il tenait comme un trésor fragile. Élise le regarda avec curiosité. « C'est à Camille, dit-il. Je viens de la retrouver dans le grenier. Elle y gardait ses carnets de chansons, ses souvenirs de jeunesse. Je n'avais jamais eu la force de l'ouvrir. » Il posa la boîte sur la table. Les filles s'approchèrent. Anaïs l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des papiers pliés, des rubans, des photos anciennes, des partitions manuscrites. Léa prit une photo où Camille apparaissait adolescente, souriante, aux côtés d'une jeune fille aux cheveux foncés. « C'est maman avec toi ?» demanda-t-elle à Élise. Cette dernière hocha la tête, le regard brouillé d'émotion. « Oui, on avait presque votre âge quand on s'est rencontrés. Vous aviez l'air heureuse. On l'était, jusqu'à ce qu'on oublie de se dire ce qui comptait. » Étienne tourna lentement les pages d'un carnet. Il s'arrêta sur un poème. À côté, une annotation en marge de la main de Camille. « Pour Élise. À chanter un jour, peut-être. » Ce jour-là, Élise chanta ce poème. Sa voix emplit le salon. Claire, posée, empreinte de toutes les absences et de toutes les retrouvailles. Les filles l'écoutèrent, sans bouger. Étienne ferma les yeux. C'était un chant qui ne réclamait pas les larmes, mais le silence respectueux d'un moment où les histoires trouvent enfin leur place. Le printemps arriva, et avec lui une décision douce et inattendue. Étienne proposa à Élise qu'il réaménage à la chambre du fond, non plus comme une pièce d'appoint, mais comme un espace pour elle. Pas parce qu'elle était revenue, mais parce qu'elle était restée.
Elle accepta non comme une conquête, mais comme une évidence. Il n'y eut pas de cérémonie, pas d'annonce. Les choses se firent naturellement, comme le fait qu'elle apparaisse dans les dessins d'Anaïs avec un sourire semblable à celui que Camille portait autrefois, comme le fait que Léa lui demande de l'aider à apprendre les accords de la vieille guitare de sa mère. Un dimanche, ils décidèrent de planter un arbre dans le jardin. Un magnolia, l'arbre préféré de Camille. Étienne creusa la terre avec ses filles, pendant qu'Élise préparait les racines. Ils enterrèrent une petite boîte sous l'arbre, contenant une lettre de chacune, une photo, un dessin. Pas pour enterrer le passé, mais pour le nourrir, pour que les souvenirs fassent partie de ce qui pousse. Lorsque le soir tomba, ils s'assirent tous les quatre sur la terrasse. Anaïs, blottie contre Élise, regardait le ciel changer de couleur. « Tu crois que maman voit le magnolia ?» demanda-t-elle à Étienne. « Je crois que oui, et qu'elle le sent aussi, chaque fois qu'il fleurira. Tu crois qu'elle est contente ?» Élise répondit avant lui. « Je crois qu'elle nous a tous réunis pour ça. » Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était plein de tout ce qu'ils avaient traversé, de ce qu'ils avaient appris à accepter, à aimer, à reconstruire. Étienne posa sa main sur celle d'Élise. Léa se pencha contre son épaule. Le vent du soir apportait une fraîcheur douce, et la maison, pour la première fois depuis très longtemps, semblait respirer librement. Ce soir-là, ils montèrent tous ensemble. Étienne lut une histoire. Élise chanta doucement. Les filles s'endormirent sans lutte, un sourire aux lèvres. En sortant de la chambre, Étienne éteignit la lumière sans crainte. Il ferma doucement la porte. Puis il regarda Élise, qui l'attendait dans le couloir, le regard paisible. « Tu veux du thé ?» demanda-t-elle. « Non, juste rester là, avec toi. » Ils descendirent au salon. Il n'y avait plus besoin de mots, plus de peur, plus de doute. La maison, enfin, avait retrouvé sa voix. Et cette nuit-là, dans le silence tranquille qui suivit, elle s'endormit en paix, gardienne de ce qui avait été, témoin de ce qui devenait. Une maison où l'amour, malgré toutes les pertes, avait appris à rester.